Le prince Charles est le monarque britannique le plus âgé au moment d'accéder au trône. À 73 ans, le fils aîné d'Élisabeth II est prêt depuis longtemps déjà. L'apprentissage royal s'est peaufiné ces dernières années. Il était souvent chargé de représenter la reine à l'étranger. Dans l'ordre de succession, c'est l'enfant aîné du souverain qui devient roi. Après Charles, ce sera donc son fils aîné William, puis son petit-fils George. La princesse Charlotte, sa petite sœur, n'arrive qu'en 4e position. Depuis 2015, les règles ont changé. Il n'y a plus de priorité pour les héritiers hommes par rapport aux femmes. Et il n'est plus interdit pour le futur souverain d'épouser une personne catholique. C'est au cœur de Londres, depuis le palais de St. James, que doit être officiellement proclamé le nouveau roi. La monnaie sera alors frappée avec son visage, imprimé aussi sur les timbres. Et bien sûr, les paroles de l'hymne national seront désormais « God save the King ». Et je vous propose de regarder les unes de presse britanniques qui commencent évidemment à sortir outre-Manche. Je ne sais pas si on peut voir voilà, les unes de presse américaines d'ailleurs. La première une qu'on vous montre, c'est celle du Time. The Queen, la reine, voilà, qui pose effectivement ce que pèse Élisabeth II dans l'histoire britannique, la reine qui aura régné le plus longtemps, la reine qui était, selon les termes de la britannique que nous avons entendu tout à l'heure, la dernière à pouvoir faire le job. Je vous repose la question, Marc Roche, mais qu'est-ce qui attend Charles III? Est-ce qu'il a des chances de marquer lui aussi l'histoire et en quoi il va se démarquer forcément de sa mère, par choix ou parce qu'il ne peut pas être elle? Mais écoutez, il ne pourra pas se démarquer de sa mère puisqu'il s'est engagé il y a quelques années à ne plus intervenir dans la vie politique une fois qu'il devient roi. Puisque, en tant que prince de Galles, il avait une assez grande liberté d'expression, que ce soit sur l'écologie, la diversité ou la nécessité de se rapprocher du monde musulman. Ceci dit, il est très bien préparé à la tâche, il a eu le temps, et aussi la reine Élisabeth II, à l'inverse de Victoria, qui haïssait son héritier, le futur Édouard VII, lui a laissé consulter les documents officiels, lui l'a laissé rencontrer les chefs d'État qui étaient à Londres et surtout lui a permis de la représenter à l'étranger, surtout lors des dernières années du règne quand elle ne le pouvait plus. Je pense que surtout en 2018, Charles est devenu chef du Commonwealth en cas de décès de sa mère. Et ça, c'est important, parce que lui ne s'intéresse pas vraiment au Commonwealth, donc la grande famille d'outre-mer, les ex-colonies et les anciens dominions, comme c'était sa mère, comme l'était sa mère, qui, elle, bien sûr, était un enfant de la colonisation. Donc lui ne s'y intéresse pas beaucoup, mais il se rend compte que le Commonwealth, c'est important parce que ça permet au Royaume-Uni de boxer dans une catégorie supérieure à son poids, surtout depuis le Brexit. Donc il y aura continuité avec sans doute un accent sur les causes qui lui sont chères, mais qui devront être le moins politiques possible, à savoir l'écologie et la diversité. Merci beaucoup Marc. Un mot très important de chronologie, d'étiquette royale très importante. Certes, Charles III est le futur roi d'Angleterre, mais si j'ai bien compris ce qu'est le protocole en cas de décès de la reine, il ne sera proclamé roi que demain à 10h, heure de Londres, et son couronnement interviendra peut-être des mois plus tard, Isabelle Rivière. Alors, il est déjà roi, puisqu'il ne peut pas y avoir interruption. De vacances du pouvoir. Voilà, il ne faut pas y avoir la reine est morte, vive le roi. C'est ça. Donc à la seconde où Élisabeth II a quitté ce monde, eh bien son fils aîné, héritier, est devenu roi. Là, ce qui va se passer dans les heures qui viennent, c'est qu'il va y avoir un conseil d'accession qui va être convoqué sans doute par la première ministre Liz Truss. Au cours de ce conseil d'accession, auquel vont participer les plus hautes autorités du royaume, y compris les plus hautes autorités de l'église anglicane, le prince Charles va prononcer son serment d'accession, sa première déclaration solennelle en tant que roi, la première des 4 déclarations en fait qu'il aura à prononcer dans le cadre de son accession au trône. La dernière
étant prononcée le jour de son couronnement. Alors, le couronnement de Charles se prépare depuis déjà plusieurs années sous l'autorité du duc de Norfolk, qui est traditionnellement à la cour en charge des grandes cérémonies d'État qui sont en lien avec la couronne. On s'attend évidemment, surtout vu les difficultés que traverse la Grande-Bretagne, à une cérémonie qui sera beaucoup moins fastueuse, beaucoup moins spectaculaire que ce qu'avait été... La cérémonie de sa mère avait coûté 46 millions de livres sterling. Oui, il ne veut pas de ce faste. Non, mais à l'époque, on sortait de la guerre aussi. La jeunesse d'Élisabeth II représentait un avenir meilleur, une source d'espoir extraordinaire. Et donc, on avait décidé de voir les choses en grand. Churchill voulait à l'époque voir les choses en grand pour montrer aux Britanniques qu'un avenir radieux s'ouvrait à eux avec l'avènement de la jeune Élisabeth II. Là, pour Charles, on est vraiment dans l'ère de la sobriété. Tout à fait différent. Et d'ailleurs, il y a un problème de communication et d'image qui se pose au palais depuis plusieurs années. Comment, après le couronnement extraordinaire, magnifique, spectaculaire, presque hollywoodien d'Élisabeth II en 1953, envoyer devant les caméras du monde entier se faire couronner un roi de 73 ans. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont devoir être gérées maintenant de ce point de vue-là aussi. Vous l'avez dit comme